Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Bussière. Thibaut, tu es aujourd'hui chez Tricentis. Je t'ai connu comme CEO de Neotis, une société spécialisée dans le test de performance. Et aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. Salut François et bonjour à tous. Ravi d'être avec toi ce matin. Alors, c'est le matin pour toi quand c'est l'après-midi pour moi. Tu es basé à Boston. Je crois que ça fait une dizaine d'années que tu y vis, c'est ça? Oui, bientôt 10 ans là, ça fait un peu plus de 9. Voilà, avec la famille, mais originaire du sud de la France où on a créé effectivement Neotis il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu moins. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer Neotis? Ce qui m'a amené à créer Neotis, on était donc on a été trois associés fondateurs au début de Neotis avant de se faire rejoindre par notre quatrième associé assez rapidement. Et tous les trois ont travaillé dans une entreprise qui s'appelait Calendra pour ceux qui connaîtront et qui faisait de l'identity management. Et on travaillait, je dirais, au moteur de ce logiciel. Et on a été exposé plusieurs fois en fait dans la phase de développement dans les années 2000 à des problématiques de perf où on reprochait à notre solution de pas être assez rapide. Notamment une fois où ça avait été un petit peu sanglant, un petit peu stressant, où on m'a balancé en Angleterre parce qu'il y avait plus rien qui marchait et tout le monde était, je dirais, mécontent de la solution. Et finalement, arrivé là-bas, très rapidement, je m'aperçois que ça n'a pas du tout été testé en fait, et qu'on m'explique que tu sais, les outils open source de l'époque peuvent pas supporter cette technologie parce qu'elle vient de sortir, et que le leader du marché de l'époque est beaucoup trop cher par rapport au projet. Et On, donc, on c'est va dire resté leur comme une nom, sorte de hein. graine. On va Ouais, dire leur nom, Loadrunner et OpenSTA. ouais, Loadrunner, OpenStar et JMeter. Et donc ça plante la graine, je dirais, dans notre esprit, mais on a eu d'autres occasions à la R&D, notamment avec Benoît, donc un de mes associés, de s'essayer à créer un outil de test en charge en interne, parce que chez Calendra, quand on avait besoin d'un outil, la démarche était quand même principalement de le fabriquer nous-mêmes. Puisqu'on est ingénieur, on est censé tout savoir fabriquer. Alors des fois, ouais, mais c'est pas le cœur de notre... Bon, c'est une certaine logique, ça a des limites, mais ça nous a permis de mettre les doigts sur le problème et de se dire, ah ouais, si je devais le refaire, je le referais pas comme ça. C'est l'avantage de le faire une première fois. Donc tout ça, ça nous a laissé, je dirais, cet appétit pour le sujet de la perf. On aime bien ça parce que c'est compliqué, c'est le moment où l'application rencontre, enfin le dev rencontre les systèmes, rencontre les réseaux. Et puis quand tu le fais bien, d'un coup ça se met à marcher nickel. Enfin voilà, on adore le concept en fait. Et puis après, un petit peu plus tard, en fait, chez Calendra, il y avait des sujets de fit de marché, des sujets de levée de fonds qui font qu'il y a de la pression au niveau management. La société va essayer d'être vendue. Et nous, en R&D, on commence un petit peu, voilà, pas à s'ennuyer, mais un peu. Et donc, on se lance, je dirais, le soir et le week-end sur l'idée de créer un soft, pourquoi pas de test en charge. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, euh, on aperçoit que le projet avance pas si vite que ça par rapport aux envies qu'on a. Et donc le choix se présente de se dire bon, et si on se lançait vraiment, parce qu'on aime bien ça, on est passionné, on a envie d'essayer, on regarde Capital sur M6 de temps en temps, tous les trois, et ça nous donne envie d'entreprendre et d'essayer des trucs. Et donc on décide de se lancer en 2004. On va rejoindre un incubateur pour prendre un peu du conseil, hein. On n'est pas fou, on est trois techos, on fait pas de commercial, on n'est pas administratif, on sait pas ce que c'est qu'un bilan. Donc on essaie de se faire accompagner dès le début. Mais c'est un peu comme ça que la genèse a commencé. Que les auditeurs comprennent bien, hein, le métier du test de charge, c'est de simuler un grand nombre d'utilisateurs avec des parcours qui ressemblent au parcours classique. Voilà, exactement. On va mettre sous pression en fait l'application ou l'ensemble des applications connectées. On va réaliser effectivement des process métiers et on va regarder si ça répond à nos attentes en termes de temps de réponse. Est-ce que l'application est lente ou pas? Est-ce que l'expérience utilisateur est bonne? Et aussi au niveau de l'infrastructure, est-ce que on consomme beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire? Puis ça coûte cher aujourd'hui. Beaucoup de nos clients sont motivés à faire réduire
leur facture de cloud. Ça devient un sujet stratégique maintenant pour certains, hein, qui dépensent beaucoup d'argent. Euh, donc c'est s'assurer effectivement qu'il n'y aura pas une mauvaise expérience, que ça va pas cracher s'il y a trop de clients, et de comprendre pourquoi pour y remédier. Tu dis que vous êtes fait accompagner par un incubateur. On est 15 ans avant enfin non pas 15 ans, 10 ans avant l'arrivée de la French Tech. Il y a quoi comme incubateur pour vous accompagner à cette époque? Ben, il y en a deux sur Marseille, un à la Belle de Mai et un à Lumini, qui est la faculté des sciences sur Marseille. Et il se trouve que donc tous les trois, on est des anciens élèves ingénieurs de l'école de Lumini. Naturellement, on se dit bah oui, pourquoi pas, on retourne à la fac, quoi. Ça fait 4 ans qu'on est ingénieur, mais on y repart. Mais ce coup-ci avec ce projet. Et donc là, on trouve bah, pas un incubateur spécialisé dans la tech, enfin, ou en tout cas pas dans le soft. Beaucoup de biotech, justement, parce que quand même Lumini est une fac réputée pour la partie bio, même s'il y a Prologia qui a inventé le prologue, qui est par là. Et d'ailleurs, il y a plein de petites histoires intéressantes sur ce sujet. Mais donc c'est là c'est là qu'on pose nos valises et on trouve l'accompagnement qu'il nous fallait avec quelqu'un qui est malheureusement décédé depuis, qui s'appelait Pierre Lescaudron, qui nous accompagne sur se poser les bonnes questions. Il a toujours plein de questions pour nous. Et je pense que une des forces qu'on a eues très tôt et qu'on a, je pense toujours, c'est que on est assez bon à écouter les conseils et les gens et pas tout prendre, mais on est preneur de conseils. Je pense que dès le début, on s'est dit oh là là, on a un gros problème stratégique. On est trois techos, ça va piquer à un moment. Et donc, du coup, toi, justement, en tant que tech, quand tu te planques, qu'est-ce qui t'a le plus surpris et à quoi tu étais le moins préparé par rapport au fait de te lancer comme un entrepreneur? Euh, Bonne question. Je pense que ce qui me surprend au début, c'est à quel point les temps pour développer ce qu'on veut faire, pour amener de la valeur sur le marché qui est un marché existant, il faut un logiciel. On veut un, un positionnement de marché qui dit c'est le logiciel qui va faire à peu près tout. On va pas tester tous les cas extrêmes, mais on va tester les cas principaux. Il doit être très facile à utiliser et donc au bon prix. Et pour être très facile à utiliser, il faut passer beaucoup de temps sur l'interface, comment le client utilise, etc. Et je pense que ça m'a surpris à quel point, ben, mois après mois et même année après année, quand on est en phase de construction de la V1, ça prend énormément de temps. Ou alors, il faut faire des concessions qu'on n'avait pas envie de faire, en se disant qu'on allait se faire rattraper par la patrouille si notre logiciel n'était pas simple. Parce qu'encore une fois, trois techos, l'idée c'est de dire comment on va lancer ce produit et pas parler à un client. On est timide, on n'est pas des commerciaux, il faut que le produit soit devant sur le site web, les gens le prennent, ils l'achètent parce qu'il est génial, et voilà, c'est fini quoi. Ça c'est notre rêve. Et du coup, beaucoup de temps pour en arriver là. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus long que prévu. C'est peut-être la surprise. Après, une deuxième surprise, c'est qu'à cette époque-là, créer une boîte dans la tech, c'est pas encore aussi effectivement mature que maintenant avec la French Tech. Et donc, on est allé voir, alors on a sûrement fait pas mal d'erreurs aussi, mais on a été voir les banquiers du coin, je dirais. Et, euh, et donc, tu es accueilli, t'as beau être ingénieur, etc., t'as besoin de quelques milliers d'euros à mettre sur un compte, faire un prêt, enfin, tu vois, avec un. Et les questions qu'on me pose, m'a surpris et amusé, c'est qu'est-ce que fait ton papa, qu'est-ce que fait ta maman, quoi. Est-ce qu'ils vont être garants du truc? Et là, je tombais un peu des nues sur le fait qu'en fait, à ce moment-là, les gens qu'on rencontre sont pas du tout équipés pour nous aider à créer une boîte de tech, quoi. Ils ont une boulangerie, le coiffeur d'à côté. Et pourtant, on a trouvé quelqu'un formidable qui nous a accompagnés, mais qui nous a fait confiance, qui nous a écoutés. Mais beaucoup de banques à cette époque voulaient pas entendre parler de ça, du BP, des choses comme ça. Donc surpris aussi sur ça, parce qu'on ne pensait pas avoir des challenges à ce niveau-là quand même. Et qu'est-ce qui fait que justement cette personne vous a suivi par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'il avait compris que d'autres n'avaient pas compris? Ben, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est vraiment son attitude, c'est qu'il a dit bon, j'ai lu votre business plan, j'ai pas bien compris
software, mais vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez et il y a tous les éléments dedans qui sont creusés. Vous avez identifié beaucoup de risques, donc vous avez pas l'air d'être des fous. Euh, et puis après, si tu veux, ils prenaient pas des risques énormes. Je crois qu'on parle à l'époque de, on met 16 000 balles, tu vois, et lui, il prête 16 000 aussi. Et on fait un prêt régional de 16 000, je crois qu'on part à un truc comme ça, quoi. Donc, c'est pas non plus démoniaque, il a déjà pris des risques comme ça pour d'autres, je dirais, artisans ou, tu vois, ou small shop qui se lancent. Donc, mais en tout cas, voilà, il tente. Et puis, du coup, on a fait un bout de chemin ensemble, et comme on a vendu à l'international assez tôt, bah, il a eu à découvrir ce que c'est que gérer les devises avec nous, parce qu'on lui disait, bon, bah, on a des clients qui payent en dollars maintenant. Quoi? Des dollars? Bon, je vais me renseigner. Mais il nous a toujours accompagnés, et vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Du coup, tu as dit que vous avez fait rentrer un quatrième associé, pour le nommer Stéphane. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé chercher quelqu'un d'autre et quel a été son rôle? Et comment, quand on est au début d'une aventure comme ça, on fait de la place à quelqu'un qui vient, qui rejoint? Ouais, bonne question. Ben, on avait mûri le fait, encore une fois, d'avoir besoin de compléter nos compétences. D'accord? C'est pas qu'on n'avait pas le goût pour finalement vendre, mais pas vendre comme un vendeur, vendre via un site web, etc. On aimait bien parler de ces sujets, etc. Donc on avait quand même le goût pour toutes les choses, mais on savait qu'on n'avait pas les compétences. On savait qu'on voulait partir à l'international, on n'avait jamais mis les pieds ailleurs qu'en France. Euh, et encore une fois, cet incubateur nous aide aussi à maturer sur ces questions-là et de se dire, vous savez les gars, c'est dans l'ADN de la boîte, il manque quelques composants quand même, quoi. Donc, à un moment, Steph rentre des US où il a passé quelques années dans des jobs de commercial dans la tech, dans la Silicon Valley, et il revient en France et il cherche justement un projet d'entrepreneuriat. Et donc, notre incubateur probablement reçoit la demande de Steph et nous met en correspondance. Et donc, on se rencontre à ce moment-là. Neotis a été créé, tu vois, en janvier. On a notre premier client, non, notre site web et notre V1, elle sort en mars. Notre premier client, il arrive en mai. Donc, on a eu la chance de tout de suite trouver quelques clients. Et donc, on doit avoir, je sais pas, entre 5 et 10 clients quand on se rencontre pendant l'été. Et on commence les discussions. Et puis le fit se passe très naturellement parce que bon, on voit bien qu'on est quand même très compatible. Et surtout, voilà, il coche toutes les cases, quoi. Il a cette compréhension commerciale. Il vient des US, il parle bien anglais. Donc voilà, ça se clique bien. Après, du coup, la place se fait facilement parce que justement, il y a cette complémentarité et donc c'est relativement facile de dire bah voilà, tu vas vraiment t'occuper de cette partie-là au début. Euh, et donc ouais, le fit se fait vraiment naturellement quoi. Et de son côté, en fait, vous avez mis des choses. J'imagine que vous aviez déjà constitué la société, donc du coup, c'est peut-être plus compliqué d'ouvrir le capital ou pas pour l'associé. Et comment, en fait, le partage des rôles et le partage de la valeur se fait dans ce cas-là? Ouais, bah je sais pas, on a abordé ça de façon. À ce moment-là, nous on réfléchit pas encore une fois à la maturité qu'on avait et peut-être même globale sur toutes ces choses-là par rapport à aujourd'hui. C'est bouillonnant. À l'époque, nous on est très simple quoi. On se dit voilà, on a avancé quelques étapes où tu n'étais pas là, on a fabriqué le soft, on a trouvé quelques clients donc voilà, c'est prouvé que ça peut marcher quoi. On a des gens qui ont regardé le produit, qui ont dit oui, je mets de l'argent quoi. Donc naturellement, on va pas faire on va pas couper en quatre parce que il faut que on représente ce que nous on a fait comme chemin d'ici là. Mais voilà, on l'intéresse significativement au projet parce qu'on cherche un quatrième associé. On cherche pas, on cherche pas un détail, on cherche le quatrième homme quoi. Donc c'est cohérent qu'il soit significativement au capital, un peu moins que nous qui avons pris certains autres risques, on va dire, mais ouais, ça se passe relativement bien parce que
y a pas de valo à cette époque-là. Enfin, c'est le prix social. Enfin, c'est que dalle, quoi. Donc, c'est pas un sujet, quoi. C'est pas le but. On n'essaie pas de partager un gâteau qui existe à peine. On se dit plus où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Et donc, du coup, une fois que cet attelage est formé, comment vous définissez une vision commune et comment vous allez l'exécuter derrière? Bah écoute, ça a été, je dirais qu'au début, la vision de dire, pendant les premières années, ce qu'on veut faire comme positionnement produit, donc ce qu'il faut fabriquer comme logiciel, bah ça c'était déjà ancré, je dirais, dans les trois associés fondateurs, dans le sens où c'est vraiment très technique et produit. Euh, Stéphane, il apprécie l'idée de dire on vend en ligne. À l'époque, donc c'est le site web, le téléchargement. On utilise une plateforme de shareware pour vendre, pour faire la transaction financière parce que on n'en connaît pas d'autres en fait. Donc c'est un peu bizarre parce que tout le monde dit mais vous êtes un shareware. Non, on n'est pas un shareware, mais on utilise juste le truc pour prendre la commande, quoi. Euh, mais donc tout ça, il va nous aider à former beaucoup plus professionnellement, je dirais, cette partie commerciale. Euh, et donc voilà, ça se construit au jour le jour avec des discussions de dire tiens mais si on changeait ça, si on passait à l'étape d'après. Et puis les premiers clients nous forment aussi, les premiers retours qu'on voit, les premières questions qu'on obtient, les premiers appels au support. Et puis un an après, les premiers renouvellements de maintenance. Parce qu'à l'époque, on est en perpétuel évidemment et en maintenance, on démarre pas en souscription, on n'est pas SaaS. Ouais. Donc, Ça, ça donc on, n'existe pas encore, en fait. bah si, enfin quand même, Salesforce est déjà là, quoi. Hein, mais c'est pas aussi mature que ça. Puis on se dit, on fait de la perf, il faut quand même, on veut des interfaces très rapides, on veut des moteurs d'injection très rapides. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore le cloud en tout cas. Et, euh, et même si pendant un moment on a un de mes associés qui s'intéressera de près, Benoît, il s'intéressera de près aux locations de serveurs chez un fournisseur internet qui est surpris parce qu'on lui demande 20 machines d'un coup. Il dit mais qu'est-ce que vous faites avec ces 20 machines? Elles font rien toute la journée, puis de temps en temps elles sont super actives. Ouais, on fait du test en charge, ça s'appelle, et donc de temps en temps on utilise vos machines. Mais ça, on fait ça un peu à la main, quoi. Mais effectivement, avec le temps, le cloud arrivera et évidemment on va restructurer le produit. Mais donc après, tout au long des années, je dirais, euh, ben moi, j'ai plus pris un rôle effectivement de directeur général. Stéphane, bien sûr, la vente et surtout les partenariats qui va développer et qui vont être vraiment euh, très structurants pour la boîte, un grand succès avec cette équipe. Et puis Benoît et Christophe focus sur la R&D, le développement du produit. Donc les rôles finalement après se modifient légèrement quand la boîte commence à prendre un peu d'ampleur et qu'on a des premiers employés. Il y a des clients qui ont été, à ce moment-là, game changer ou structurants dans votre réflexion? Euh, ouais, il y a évidemment quelques grands comptes qui commencent à tomber. Au début, nous on vise pas l'Audrunner, on vise pas les grands comptes, on vise les petites startups comme on était. C'est vraiment un logiciel qu'on fait pour les développeurs dans une petite boîte. Et au fur et à mesure, on a des grands comptes qui commencent à nous arriver en nous expliquant que l'outil il est pas mal. Par contre, il manque ça pour qu'il soit vraiment enterprise grade, tu vois, pour qu'il ait. Et donc, ça va nous impacter. On a des clients en France comme EDF sur lesquels on va commencer à constituer une vraie relation. C'est-à-dire qu'on va parler aux gens régulièrement. On s'échappe un peu de ce modèle. Je suis à distance, je parle à personne. Du coup, ma boucle de feedback, elle est quand même légère. Hein. On n'a pas instrumenté le produit. On n'est pas du tout dans cet état de maturité à cette époque. Mais ces clients-là, ils vont justement nous donner du retour. On fait aussi du consulting pour amener un peu des sous dans la boîte. Donc il y a des missions où on va nous-mêmes utiliser notre produit chez des grandes banques françaises où on dit pas qu'on est le CEO, on dit juste moi je suis le gars qui fait le consulting, tu veux prétendre que t'es gros et il faut pas qu'ils sachent que t'es quatre, quoi. Ça fait pas très. Ils l'ont appris beaucoup plus tard, ça les a fait rigoler, euh, mais du coup après on a eu d'autres étapes, c'est effectivement entre les clients et les partenaires. Je m'en rappelle d'un en particulier qui est coréen et qui nous dit il y a une plateforme technologique qui vient de sortir, ça s'appelle Flex.
de Adobe et il y a personne qui supporte, c'est super important. Et nous on fait Flex, tu veux dire Flash? Et on comprend pas bien parce que voilà, c'est l'anglais coréen, notre anglais français. Et il insiste, et il se trouve que en écoutant bien ce qu'il nous dit, en réfléchissant à comment on peut supporter cette techno, ça a été un des accélérateurs en termes de différenciation. On s'est trouvé à un moment où LoadRunner et tous les autres outils du marché supportent pas cette technologie. Cette techno, elle vient résoudre des problèmes, tu sais, clients web à ce moment-là, où les interfaces web sont quand même assez pauvres, mais tu peux mettre un plugin qui est pas Java, qui est un plugin Adobe, qui va mettre des super graphismes dans une application web. Et donc, il y a énormément d'entreprises qui vont s'engouffrer là-dedans en disant, mais c'est super, on va faire des interfaces comme nos vieilles interfaces, mais en web. C'est ce qu'on appelait les Rich Internet Applications. Et derrière, ça communique dans des protocoles propriétaires, personne ne les supporte, et donc on est un des premiers à le faire. Et ça, je pense qu'au niveau commercial, ça nous appelle un booster dans les années voilà, 2009-2010 qui est significatif. Donc il y a des clients ou des partenaires ou des phrases comme ça où on en rigole encore, mais voilà, faut savoir les écouter. Mais ça peut propulser d'un coup la boîte d'un grand pas en avant quand tu le fais, quoi. Donc ça, c'était fun. Technologiquement, du coup, tu nous as parlé de Flex, tu nous as parlé du cloud. Quelles ont été les grandes phases de développement de Neotis? Euh, alors ça, c'est ouais sur la partie technique. Sur la partie d'entreprise, bien sûr, on a commencé à recruter, je pense en 2007-2008, si je m'abuse, euh, avec des ressources avant-vente. On a commencé à embaucher quelques développeurs. Et donc nous, notre premier client était aux US. Donc très rapidement, le produit il est fait qu'en anglais au début. Donc très rapidement, on veut structurer les US. Et donc on a commencé à recruter des gens là-bas. C'est comme ça qu'on a planté le drapeau à Boston avec une équipe qui va grandir jusqu'à 10-12 personnes, je pense, en 2014-2015, quand moi je décide d'y aller. Donc la structuration voilà, commerciale, ça a été une grande étape, notamment avec le fait de constituer une équipe US significative. On a aussi, et là-dessus, on a fait graduellement, on a commencé d'abord par des agents commerciaux. Donc aux US, d'abord, on a travaillé avec un agent commercial, donc un Français qui est déjà basé aux US, qui vend déjà du software aux US, qui permet de franchir des étapes et de bien comprendre le marché, les exigences, etc. Et on a fait un petit peu pareil sur d'autres pays européens. Et puis voilà, après, une fois la taille critique atteinte, on a commencé à embaucher en propre. Je reparlais des partenaires, je pense que ça a été très structurant. Donc Stéphane rencontre une ancienne collègue à lui qui est très orientée partenaire et qui vient défricher finalement ce que ça pourrait amener à Neotis. Et il fait le pari voilà, d'aller creuser ça de façon beaucoup plus détaillée. Donc il va s'occuper lui-même de commencer à établir les premières relations avec les partenaires, puis rapidement il va structurer une équipe qui a amené énormément au développement de la boîte. C'est-à-dire que justement ce petit côté, enfin dans le testing, tu le sais très bien, il y a beaucoup d'expertise qui est nécessaire en plus de la technologie. Euh, et les acteurs du marché, t'as reçu Mark Wolf il y a pas très longtemps, eh ben ils sont absolument clés dans leur dans l'atteinte des clients et dans le fait de pouvoir délivrer la valeur aux clients. D'accord. Donc si on vend que la techno, il y a un moment où sans l'expertise, c'est quand même difficile pour le client de percevoir les bénéfices de tout ça. Et donc travailler main dans la main avec des sociétés de services en test euh, ou d'autres éditeurs s'il y a des connexions naturelles avec ton produit, c'est des forces vraiment démultiplicatrices parce que ton coût, ton accès au marché est juste facilité énormément. Et donc pour nous, ça a été vraiment important de pouvoir prendre une place dans le portfolio des outils que chaque fournisseur de services recommande. Il y a souvent un outil open source, il y a un outil qui est le standard du marché, et puis souvent il y a une troisième place pour la solution innovante, pour les clients qui cherchent un peu quelque chose d'un peu plus risqué, mais d'un peu plus innovant. Et donc on essaie de prendre cette place-là au cœur des sociétés de services
ou des grandes sociétés de services comme Accenture, Wipro, Tata, qui sont basées en Inde. Ça a été très structurant pour la boîte. Vous avez fait comment justement pour prendre cette place? C'est de la communication? C'est du marketing? C'est quoi la Euh, recette? non, c'est pas du marketing au sens où, donc comment nous on l'a établi, c'est d'abord le produit avait quand même un certain succès en vente directe. Donc, ces sociétés de services, parfois, se retrouvaient à soit choisir cet outil d'elles-mêmes, effectivement comme n'importe quel client direct, en disant je suis chez tel grand compte, je vais utiliser tel outil, ça me paraît le bon prix pour notre projet et la bonne solution. Soit ils allaient fournir du service à des sociétés qui avaient déjà fait le choix de l'outil. Et donc c'est un peu comme ça qu'ils commençaient à finalement connaître notre produit. Donc je pense que déjà il y avait cette couche-là. Et donc c'était le bon moment pour justement que notre équipe partenaire commence à directement taper à la porte et pitcher les choses. Si on avait fait que du marketing en attendant que ça réagisse pour qu'ils viennent, on y serait peut-être encore, je sais pas. Mais non, non, on a été, tu vois, cibler les gens qui s'occupent du centre d'excellence de testing chez telle société de service, leur pitcher notre différence, leur montrer, leur faire des démos plus en savoir que faire, et aussi former leurs gars. Et c'est à ce moment-là que tu commences à cranter, quoi. C'est qu'il faut, il faut un certain investissement au début, et notamment un investissement dans la durée. Ça paye pas tout de suite. Faut un certain temps. Donc c'est quand même, pour nous, c'était une chance de pouvoir s'appuyer quand même sur cette vente directe pour vivre et continuer à développer la boîte et accélérer avec les partenaires, parce que ça vient pas du jour au lendemain. Faut créer la relation quand même. Euh, Tu disais qu'au début, vous faisiez vous-même le service. Cette activité, vous l'avez faite pendant combien de temps d'être et, on va dire, prestataire de service et éditeur de logiciels? on le fait toujours, euh, mais on le fait le moins possible. Euh, L'idée justement, c'est d'avoir cet écosystème de partenaires qui sait délivrer du service. Et nous, on ne sait pas gérer une boîte de consultants. Ça se gère pas pareil. Les marges sont pas les mêmes. Le turnover est Deux business différent. différents. Ouais, ouais, ouais. C'est un business très différent. Par contre, en tant qu'éditeur, on a besoin que tu saches vendre l'expertise la plus grande sur ton soft. Donc un peu sur la delivery, c'est vraiment celle qu'on essaie de faire le moins possible, mais plus sur la partie formation et la partie onboarding, c'est-à-dire les toutes premières étapes de comment tu vas installer telle solution dans la chaîne d'outils qui existe. Donc ça, c'est du service vraiment à valeur ajoutée de l'éditeur. Mais là aussi, on essaie de former le plus possible notre écosystème de partenaires pour qu'ils le fassent. Et c'est vraiment vrai chez Tricentis, même si Tricentis, à la toute origine, a commencé en tant que boîte de service et donc a quand même toujours eu un muscle service fort. Et des fois, ça peut être embêtant parce que tu peux avoir des notions de compétition entre les gars du service qui vont dire non, mais on va le délivrer nous, j'ai mes chiffres à faire, versus du partenaire. Et donc, c'est de toute façon, je trouve plus facile de faire du business avec les partenaires quand tu te présentes pas comme un compétiteur évidemment sur leur service, que tu n'es pas d'ailleurs. Donc, euh, Donc après, en dehors du recrutement d'un quatrième associé, est-ce qu'il y a eu d'autres recrutements qui ont été des game changers dans l'aventure Neotis? ouais, ben, il y en a eu de nombreux à leurs échelles respectives, mais notre notre premier recrutement, c'est quelqu'un qui nous a suivis pendant de nombreuses années. Il est resté bien plus que 10 ans avec nous, qui faisait les démos de notre produit. Euh, Dès qu'on a pu aussi, on a recruté des développeurs très talentueux qu'on avait connus dans la société où on travaillait avant, qui sont encore avec nous aujourd'hui et qui sont incroyables. Euh, et après, on a les phases intéressantes, ça a été de recruter notre premier cercle de management. Euh, et là aussi, il y a encore pas mal de gens qui sont toujours avec nous. Thomas, Bruno en France, par exemple, en avant-vente à l'époque et consulting, et puis aussi en vente. Thomas vient finalement aider Stéphane à structurer la boîte au niveau commercial.
Ça, c'est des gens qui sont encore aujourd'hui avec nous et je vais en oublier plein, mais il y a eu à chaque étape, des gens ont influencé la boîte très fortement euh, pour la structurer. Et après, aux US, donc quand on a commencé à se structurer aux États-Unis, on a rencontré quelqu'un qui était en fait à la retraite, qui était un ancien patron de boîte ici, et qui nous accompagnait un peu en consultant stratégique, tu vois. Et ça lui plaisait bien en fait. Tu sentais qu'il avait repris la fibre vibrait. Et donc quand on a commencé à avoir quelques employés, on lui a proposé de devenir le patron US de la boîte. Et il nous a là aussi accompagnés pendant quelques années sur structurer les US, mais aussi apporter certaines visions stratégiques que nous on n'avait pas. On connaissait pas le développement d'une boîte de soft à cette taille. Et donc il nous a apporté ça. Donc quand on faisait nos réunions stratégiques là 2 fois par an, on se rassemblait tous et on avait des Américains et toutes les équipes de management voilà, qui parlent stratégie pendant une semaine. C'est quelqu'un qui a été très influent sur les décisions qu'on a prises, quoi. Il avait pas peur de gratter là où ça faisait un petit peu mal. Et là où on avait des envies de développement un petit peu immatures, nous prévenir que ça pourrait être compliqué. Euh, donc lui aussi nous a fait franchir pas mal d'étapes. Et après, quelqu'un d'autre qui a été très structurant aussi, ça a été notre advisor. Ouais. Euh, donc ça, c'est un moment où Il est arrivé quand, cet advisor? euh, je crois que c'est vers 2014, un truc comme ça. Euh, donc ça, c'est un moment où, si je me rappelle bien, je je saurais même plus dire si parce qu'on a levé des fonds à ce moment-là et on D'accord. a pris un advisor. Donc tu vois, il y avait vraiment ce besoin de se structurer. Et je saurais plus dire exactement si c'est l'un avant l'autre. C'était en tout cas assez proche parce que dans ma tête, en tout cas, euh, c'est avec la levée de fonds qu'on a dû structurer la place de l'advisor. Donc je pense qu'il est arrivé au capital juste après, mais on avait dû faire connaissance juste avant, quelque chose comme ça. Donc en fait, cet advisor, c'est Stéphane Dietrich, qui est donc entrepreneur à succès aux US, qui a créé une super boîte qui s'appelle Neolane et qui la vend à Adobe. Et donc nous, on se dit, tiens, on a nos équipes à Boston, on lit un article génial sur lui, on se dit, ça serait bien de le rencontrer. Le gars a fait un chemin formidable, on va sûrement apprendre des tas de choses. Et donc on rencontre Steph, qui justement a franchi une sacrée étape en vendant sa boîte et qui est prêt lui aussi dans sa tête à se dire tiens si j'accompagnais un projet un peu plus jeune et il retrouve dans Neotis je pense pas mal de dynamisme de corrélation avec Neolane et là aussi le fit se passe très bien et donc Stéphane c'est quelqu'un voilà qui a vu les différentes étapes de structuration d'une boîte qui pose toujours les questions des très bonnes questions et donc nous, ça nous aide à franchir pas mal d'étapes sur la maturité en fait du développement de la boîte, où on veut aller, comment on se structure. Donc là, oui, très influent sur la trajectoire de Neotis. Et donc conjointement, on décide aussi de lever des fonds, notamment parce qu'on a un projet d'un deuxième logiciel. Et sur la levée de fonds, on est assez prudent parce que encore une fois avec cette expérience française avant là dans la boîte où on est où on a vu le fonds prendre totalement le contrôle de la société parce qu'elle a raté des étapes, on se dit oh là là c'est vraiment faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc on a été donc tu vois on lève les fonds en 2014 je crois alors qu'on a créé la boîte en 2005 donc on fait déjà 7 9 ans millions de d'histoire, ouais. chiffres, on est aux US, voilà, on est profitable depuis le début. Donc on veut vraiment accélérer. Donc on est dans une bonne démarche et on rencontre Ardian et l'équipe de Geoffroy de la Grandière et Laurent Fouattard. Et là aussi, c'est Stéphane qui les rencontre en premier. Le fit se passe bien parce que on cherche un partenaire qui va nous aider, mais on cherche pas
On n'était pas prêt pour un fonds américain ou un fonds probablement européen qui va mettre tous les gaz devant. On est relativement prudent et donc un peu lent par rapport à certains critères US. Donc on trouve le bon fit là aussi avec donc cette équipe qui va nous aider là aussi à se structurer. On va jouer le jeu, hein, même s'ils sont minoritaires. On va vraiment aller au board en se disant on reporte, on doit montrer qu'on fait nos preuves. Euh, et c'est pas mal, parce que là aussi, il y a plein de questions qu'on se pose et c'est très utile de les discuter avec eux versus de rester enfermés entre nous, quoi. Au-delà du cash, qu'est-ce que t'a apporté le fonds? Ben, c'est surtout ça, ouais. C'est cette capacité à avoir accompagné d'autres boîtes de soft, notamment à l'international, euh, à reposer la question des rendements de certains investissements, de certaines prises de risques, euh, de donner du feedback sur tes managers et sur comment tu peux structurer les différents départements de ta société. Euh, ouais, au-delà du fond, c'est énormément de conseils et de structuration. Le fait même de reporter, le fait que tu te mettes dans cette démarche de montrer tous les trimestres pour nous où en est la boîte, où on va aller, est-ce qu'il y a un budget, etc. Ça nous oblige à nous structurer. Et donc tout ça, c'est vraiment le bénéfice. Et le cash permet de prendre un peu des risques et de dépenser un peu plus tôt. Mais ouais, vraiment, c'est le conseil et la structuration. Et à ce moment-là, qui c'est qui porte cette structuration? C'est un chantier qui est transversal entre les différents associés? C'est une personne qui est recrutée spécifiquement? Pour sélectionner le fonds lui-même, Non, pas pour c'est pour se structurer, pour répondre aux exigences du fonds et pour transformer l'entreprise. non, bah ouais, après, bah, si tu veux, c'est plus sur la partie qui est technique, ça sera toujours Benoît et Christophe. Sur la partie qui est plus euh, commerciale, générale, etc., ça sera plutôt Stéphane et moi qui allons voilà, prendre ça à bras le corps et commencer à structurer ces parties-là. Euh, on n'a pas, non, on n'a pas recruté quelqu'un en particulier pour structurer. On a déjà un directeur financier, etc. Donc après, on les amène à faire leur part, mais non, on prend le rôle en, Il y a pas de ça rajoute ouais, ça vous a pas rajouté de complexité, ça vous a juste, rentré dans des process. ouais, parce que attention, on fait un slide deck. L'idée, c'était de dire tout ce qu'on fabrique là-dedans, ça doit nous être utile. Si ça nous sert à rien de fabriquer ce slide, faut pas le faire. Mais ça va nous obliger aussi à structurer nos données. Il y a plein de trucs où on se pose la question. Et là, Stéphane Dietrich est super fort à ça. Il va te dire, c'est quoi ton, enfin peu importe, il va te poser une question business et tu fais putain, ouais, c'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Ok, bah où sont les données? Là, tu cherches tes données, tu dis mais on n'est pas du tout, on n'est pas câblé quoi. On n'a pas la couche, on a notre CRM, on a notre machin, mais c'est donc euh, toutes ces choses-là vont nous amener à structurer les données, à amener les données à un endroit où on pourra les triturer dans tous les sens. Et donc ça se fait au fur et à mesure des années qui passent. Mais on n'a pas fait un grand shot en disant ok, on investit dans une structuration avec une boîte de consulting. On l'a fait toujours pareil, un peu lentement en interne. Et du coup, entre le moment où, le fonds vous approche, enfin, vous êtes avec Ardian, vous signez avec Ardian et le moment où où vous êtes racheté par Tricentis, il y a d'autres, propositions qui arrivent sur la table ou vous avez le temps de Ouais, tourner votre chou? effectivement, un grand événement, c'est que donc il y a plusieurs étapes. En 2014-15, en 2015, donc un an après la levée, les chiffres US sont pas bons et on a du mal à comprendre pourquoi. Notre équipe, enfin notre patron, donc US, explique que la compétition est bien plus forte, que c'est trop dur de vendre, on a des problèmes produits. Et en Europe, on y arrive très bien, quoi. Et, euh, et donc, je m'en rappelle, il y a un été, voilà, on fait ça en juin, je pense, la réunion, et on se dit, putain, on n'y croit pas, quoi. Enfin, c'est dur à comprendre, et malgré le fait qu'on y aille régulièrement, on n'est pas sûr. Donc, l'idée est ramenée sur la table une fois de plus, de dire, tiens, s'il y en a un d'entre nous qui veut y aller pour expérimenter ça de plus près, c'est le moment. Donc, je fais l'histoire courte, mais donc, moi, ça m'intéresse, et à ce moment-là, mon épouse est prête aussi à le faire, puisque un an plus tôt, j'ai posé la même question et c'était pas ok. Donc à ce moment-là, elle me dit pourquoi pas. Donc j'ai pris pourquoi pas et je suis parti avec.
Voilà, ça veut dire oui. Et donc moi j'arrive aux US. Il y a effectivement des choses qui se passent pas du tout comme on pensait. Donc c'est le moment, je dirais, pour notre CEO américain qui nous a accompagnés jusque-là de sortir parce que voilà, on n'a pas la même dynamique sur certains choix. Donc c'est le moment de reprendre le contrôle plus en main propre. Euh, et moi d'aller sur le terrain, donc le patron commercial qu'on a US à ce moment-là m'amène beaucoup sur le terrain. Et donc ça, je pense, ça nous fait franchir certaines étapes aussi parce que ça me permet de ramener du feedback à toute notre équipe de dirigeants et à notre R&D qu'avant on ne marchait pas si bien. Parce que là, je l'ai expérimenté directement, j'ai parlé aux clients directement et je prends le temps de le faire. Donc, je pense que ça nous a aidé. Et après, en 2018, on est approché par un compétiteur de Tricentis qui est intéressé par nous racheter. Et donc là, la discussion avance bien ça me permet de réaliser à quel point on est tellement immature sur ce que c'est qu'un business software en 2018 sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'on est encore, on parle de location quand tout le monde parle de souscription. Quand il me demande mes KPI sales, je lui réponds le nombre de sales qu'on a et puis tu vois le temps qu'il me faut pour en recruter un, s'il churn ou pas. Mais non, lui il me parle de CAC, donc de Customer Acquisition Cost, de LTV, de churn sur LTV. Alors, bon, j'y suis pas du tout, je comprends rien. J'ai pas les mots parce que j'ai pas les concepts. Et en fait, donc la discussion se passe, on a une valo, on nous propose de nous racheter une certaine valo. Là, on passe. Ce qui est difficile parce que c'est quand même de l'argent et tu dis, oh, putain, faudrait pas qu'on rate après. Mais on décide de passer parce que grâce à cette demande de rachat, on se dit, OK, faut qu'on voit combien on va. Et pour ça, on embauche un banquier d'affaires qui va nous faire le tour des fonds d'investissement aussi, parce qu'on se dit, bah, on peut très bien vendre ou on peut lever plus. Et là, je fais un tour aux US notamment et j'ai la chance de rencontrer Battery Venture, Insight, qui est justement l'investisseur de Tricentis, K1 qui est en Californie qui fait que des boîtes SaaS. Et là, si tu veux, c'est le coup de pied au cul, mais c'est énorme. Je ressors de là en me disant mais on comprend rien quoi. On n'est pas du tout on fait pas du tout ce qu'il faut faire. Et pourtant, notre advisor ou d'autres, on avait eu ce feedback, tu vois, mais légèrement, mais j'avais pas compris, quoi. Et là, on ressort de là et on se dit, bon, les gars, soit on vend aujourd'hui, mais soit on y va, nous. Mais si on veut la valo qu'on veut, il faut qu'on soit en souscription. C'est-à-dire que les X millions qu'on fait de chiffre d'affaires, il faut que ce soit des millions d'ARR. C'est ça qui est valorisé. Combien il y a de churn, etc. Et, euh, et on en a un peu, parce qu'on en fait, mais nous on appelle ça location, on n'a même pas compris le concept. Euh, et là, on se lance, on fait ce choix de dire on y va, sur fonds propres. C'est-à-dire que justement, on va pas lever avant, parce que tous les fonds me disent, mais Thibaut, si tu veux lever maintenant et que je prenne les risques, que tu fasses ce changement de business model important dans ta boîte, faut que je sois rémunéré. Donc, je vais prendre beaucoup de tes parts. Et, et ça fait mal. Tu dis, ben non, 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 il y a un chemin où on peut le faire, nous. Et donc là, on va travailler, bah, justement, toute l'équipe dirigeante s'y met, les investisseurs, Stéphane, notre advisor, pour mettre en place le chemin critique de dire, voilà, on va vendre de la souscription et de la perp. Parce que si à un moment on n'a pas, parce que pardon, pour expliquer la transition, quand tu changes de business model comme ça, c'est au lieu de vendre un produit 100 avec 20 de maintenance récurrente, tu vas le vendre 60 par an. Donc sur 3 ans, ça fait à peu près la même chose. Mais la première année, tu récupères beaucoup moins. Et dans 3 ans, si tu as toujours ton client, tu vas gagner beaucoup plus. C'est pour ça que le business model est si apprécié du marché. Et donc, il faut réussir à faire marcher la boîte sur 60 au lieu de 120 à court terme. Et donc ça se finance avec beaucoup de croissance parce qu'à ce moment-là, on a vraiment tracté par DevOps et des grands moteurs du marché. Et aussi, de temps en temps, on sait faire des perps, des licences perpétuelles pour aller prendre du cash si jamais on est trop en dehors du chemin. Et donc, cette transition va se passer sur 2-3 ans, très très bien. Les équipes comprennent, on met les plans de comp pour que les commerciaux sachent pourquoi on fait ça, et on leur dit, de toute façon, vous gagnez la même chose,
Vous faites juste ce qu'on vous dit, mais vous avez rien à perdre d'avoir l'une ou l'autre si on vous le dit. Mais sinon, on va souscription à fond. Et du coup, en 2019-2020, on a énormément changé de business model. La boîte a une super croissance d'ARR. On est presque à 20 millions. Et donc Tricentis, effectivement, est mature sur le fait de nous racheter à ce moment-là. On avait été déjà partenaire par le passé. C'était ma Euh, future question. Vous vous connaissiez depuis longtemps avant de vous marier? oui, 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 on se croisait sur beaucoup de salons. On était partenaires et c'était efficace à cette époque, 2018-2017, euh, parce qu'on vend aux mêmes clients. Nous, on vendait la perf et eux, ils vendaient tout le reste de la test. En 2018, ce qui se passe, c'est qu'ils font l'achat d'une solution de perf qui est créée par deux personnes, mais qui est très immature à ce moment-là. Et donc, ils nous disent, bah, c'est terminé, on n'est plus partenaire puisqu'on est compétiteur maintenant. Et bon, ok. Et donc, pendant ces années 2018-2020, ils vont se rendre compte que pour fabriquer un outil de test de perf qui est prêt pour les grandes entreprises, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, finalement, on continue à gagner des deals contre eux. Et en 2020, ils se disent bon, il nous faut une solution de niveau enterprise. Et c'est là qu'ils reviennent nous voir parce que à ce moment-là, ils rouvrent le partenariat, donc on recommence à faire des deals ensemble. Puis pour la petite histoire, ils referment le partenariat une fois de plus. Donc je me dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait encore? Et là, je reçois ce coup de fil du CEO de Tricentis qui s'appelle Sandeep, qui me dit non non mais je voudrais parler un peu plus stratégie avec toi, etc. Donc là, ça correspond à tout. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour nous. On est au top de notre forme en termes de comprendre notre business model, le produit franchit des belles étapes, très forte croissance, quasi rentable. C'est juste le bon moment, c'est juste le bon partenaire. Euh, donc on prend la décision de faire le pas, quoi, pour grandir plus. Vous faites le pas avec quel objectif exactement derrière? Vous voulez être marqué? On veut être, pardon. Là, quand vous faites ce choix de vous adosser, l'idée pour vous, c'est de quoi? C'est de sécuriser, on va dire? C'est de grandir plus vite? Quels sont en fait les drivers qui vous portent, tous en tant qu'associés à prendre cette décision-là? Ouais, il y a le fait que justement, il y a vraiment un boost espéré euh, sur l'atteinte du marché, ta capacité à vendre a beaucoup plus. Il y a une infrastructure chez Tricentis qui est plus grosse au niveau commercial. Donc déjà ça nous intéresse pour vendre beaucoup plus du produit. Deuxièmement, il y a un partenariat qui a été signé avec Tricentis, par Tricentis avec SAP qui est très stratégique, qui est quelque chose sur lequel on essaie de rentrer depuis de nombreuses années, mais c'est très compliqué, c'est très politique. Et eux, ils viennent de décrocher le fait d'être la solution officielle de SAP. Et ça, on se dit, waouh, ça va accélérer le business dans les prochaines années. C'est super si on peut faire partie de cette histoire-là. Et la troisième raison, c'est celle tout simplement de monétiser un peu la valeur qu'on a créée et de se sécuriser au niveau personnel sur une partie de la valeur qu'on a créée. Euh, donc après, chacun évolue dans l'année des suivantes. Mes associés font le choix de sortir et moi de rester. Mais voilà, c'était pas. Je dirais qu'au moment du choix, on était dans l'idée de rester à un certain moment et de voir comment ça se passe. On pense que c'est le bon choix pour la société, pour la vente du produit, etc. Puis après, au niveau perso, on trouve, tu sais, plus ou moins sa place dans une grande structure, bien sûr. Et donc là, les choses évoluent, mais Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as trouvé ta place aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé dans ton rôle, principalement entre ce que tu faisais en tant que dirigeant de Neotis et ce que tu fais aujourd'hui chez Tricentis? ben ouais, la grande différence, c'est que t'es plus le patron, donc il y a plein de trucs dont tu t'occupes pas. Donc il y a plein de choses, c'est génial parce que c'est tellement plus facile de pas s'occuper de certains trucs. Il y en a d'autres, évidemment, de temps en temps, où tu aimerais pouvoir décider, mais il faut apprendre à suivre les, euh, les décisions qui sont prises. Mais sinon, il y a pas mal de points communs parce que, en fait, au moment de l'acquisition,
on se retrouve baigné dans tout le portfolio Tricentis et du jour au lendemain, moi, je deviens aveugle sur mon business, quoi. Je vois plus mes KPI, etc. Et donc, je commence à poser plein de questions. Et à ce moment-là, le patron de Tricentis, donc on est 2 semaines après l'acquisition, le patron de Tricentis, Sandeep, me dit qu'il s'en va, quitte la société. Et un nouveau patron arrive. Donc là, je fais zut, c'est dommage, je viens de passer 3 mois à te parler tous les jours et on avait une vision commune et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc tu sais pas à quelle sauce ça va être. Euh, mais du coup, ce nouveau patron, il arrive et il doit aussi découvrir l'entreprise. Et donc j'ai eu pas mal d'échanges avec lui sur le fait que je disais, bah voilà, j'essaie de comprendre ça parce que je me pose ces questions pour que ça marche. Euh, donc dans la logique d'intégrer Neoload et Neotis à Tricentis. Mais finalement, ça l'intéresse. Les questions que je pose, il pense qu'on n'a pas la réponse sur plein d'autres produits du portfolio. Et donc, il me met dans un rôle de go-to-market sur, on va dire, les produits Tricentis. Alors, à part Tosca, qui est le produit lead, qui marche vraiment très très bien. Mais les autres produits, il faut que je m'y intéresse pour voir quelles sont les problématiques qu'on a. Donc, mon job, c'est vraiment d'essayer de casser les silos entre les devs, enfin le produit, les ventes, le marketing, l'après-vente, les partenaires, pour que quand il y a un truc qui est pas clair, qui est pas bien, on a juste le go-to-market. Donc je m'occupe un peu de tout, je me mêle de tout. C'est ça que moi j'aime bien, parce que ça m'aurait embêté d'être enfermé. Et là, ça fait 3 ans que je suis dans un rôle aussi où l'équipe Corp Dev me reporte, donc la partie M&A de la société. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Euh, donc, ce rôle, il va peut-être encore être amené à évoluer. Voilà, moi, j'ai pas d'agenda particulier sur ça, mais je suis content. Quand je regarde les chiffres qu'on fait avec notre produit maintenant, donc on a fait fois 2,5, je dirais, en 3 ans sur notre ARR. Voilà, c'était un bon choix. Au niveau commercial et pour le produit, c'est un succès. On est dans des comptes maintenant et on fait, voilà, on book tous les ans quasiment autant que ce qu'on avait en ARR quand on a vendu, quoi. Donc c'est quand même un bon fit, quoi. Est-ce que dans tout ton parcours, il y a des grandes erreurs qui t'ont fait douter? Et est-ce qu'il y a une erreur qui t'a vraiment apporté un enrichissement intellectuel fort? Euh, des erreurs, oui, on en a fait un paquet. J'ai parlé déjà de toutes celles sur le business model et de pas bien comprendre ce qui se passe autour de toi finalement. Et donc ça a été un coup de pied vraiment aux fesses qui a bien structuré la boîte. Donc on parle bien ouais, d'erreurs, de pas savoir et de remise en question forte. Dans une autre qu'on a faite qui était sympa aussi, c'est qu'on s'est lancé sur un deuxième produit. Euh, qui est dans l'APM, donc concurrente d'Dynatrace, Datadog, etc. Même si nous, on le présentait pas comme ça, là, pour le coup, on écoutait nos clients qui nous disaient, mais c'est génial ce que vous faites. Regardez, si on fait comme ça en production, c'est juste génial, ça va m'apporter plein de valeur. Et on est persuadé du cas, donc c'est du monitoring synthétique, tu rejoues ces utilisateurs en production. Et c'est un moment où les acteurs de l'APM trouvent que cette partie-là de la techno est désuète, parce que maintenant on a des autres solutions pour monitorer les applications. Et donc on se dit c'est parfait, le marché n'évolue plus sur ça. Nous, c'est très naturel pour notre produit d'amener ça. Nos clients nous l'ont demandé, c'est formidable, on y va. Sauf que on ne fait pas vraiment une étude de marché correcte, c'est-à-dire que de se lancer dans un marché pareil sans, je dirais, un investissement qui soit à la taille du marché, c'est-à-dire que c'est pas en mettant 1 million ou 2 millions sur la table, c'est qu'il fallait y aller très gros si on était vraiment convaincu. C'est ce qui n'est pas le cas. Nos advisors, nos fonds d'investissement nous le disent aussi gentiment que possible que c'est pas une bonne idée, mais on est quand même persuadé qu'il faut essayer. Et donc on se lance, on fait le produit, on atteint 200 cas d'ARR, on a quelques clients qui effectivement achètent comme ils nous avaient dit, mais on se retrouve sur le fait que plein de clients euh, aimeraient que ça marche comme ça, mais c'est pas eux les décisionnaires. C'est pour ça que maintenant c'est une question que je pose assez souvent quand je parle à une société, c'est qui est la personne qui décide d'acheter ton produit, parce que c'était des gens pas très loin, les gens de la prod ou les gens qui sont quand même liés à la performance applicative, mais c'est pas les mêmes. Et ça, c'est terrible quand tu réalises à quel point en fait, c'est de l'influence, mais c'est pas de la décision.
on s'est dit waouh, ça va être très compliqué. En plus de ça, on a Dynatrace qui est un grand partenaire qui nous dit mais les gars, je comprends pas, on est compétiteurs alors maintenant, donc parce que nous aussi on fait du synthétique et d'ailleurs on vient juste de se remettre un peu en route dessus. Ça fait trop. Et donc là on prend la décision d'arrêter, très pénible, évidemment pour la R&D très frustrante. Il y a plein de briques qu'on réutilisera, mais on a perdu du temps, on était distrait. Euh, mais je pense qu'on a fait le bon choix parce que voilà, il y avait tellement d'autres choses à faire sur le test en charge que ça nous aurait beaucoup trop distrait. Ouais, ça nous a empêché un peu de dormir au moment de prendre la décision parce que c'était le deuxième bébé quand même. J'imagine que c'était certes des centaines de milliers d'euros qui avaient été investis et qui, du coup, n'ont pas Et oui, été puis t'as investis. 200 cas d'ARR, tu dis bon, ça marche quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas en un an, voilà, c'est pas si mal du tout. Ouais, c'est Mais significatif. ouais, tu sens que les difficultés sont devant quoi. En termes de dirigeants, comment tu progresses? Comment tu te fais accompagner? On a entendu que tu avais eu un advisor, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis de... Ouais, bah, à titre perso, et Stéphane l'a fait aussi, j'ai été dans un club APM, Association de progrès pour le management, là, fondé par Pierre Bellon, que j'ai eu la chance d'avoir en voisin d'ailleurs au sud de la France, où j'ai pu rencontrer personnellement une fois, c'était juste génial. Euh, le fait d'échanger avec voilà une vingtaine euh, de dirigeants de ta région, pas forcément évidemment dans les mêmes secteurs, mais tu t'aperçois que les problématiques sont souvent les mêmes. Le fait d'avoir un expert qui vienne comme ça à chaque session, chaque mois, t'ouvrir les chakras sur un sujet qui est pas forcément directement lié au business, mais toujours très profond. Ah ça a été vraiment super quoi. Ça c'est énorme. Et le fait voilà, de se créer un petit réseau comme ça. Et aujourd'hui, alors un peu via la French Tech, un peu via French Founder, puisque j'étais dans le même club APM qu'un des cofondateurs de French Founder, Vincent de Ruel. On salue. Et donc, ouais, d'accord. Et voilà. Et donc ça permet quand même de rester dans une certaine culture de croiser d'autres patrons de boîte. Et puis après, avec le M&A aussi, tu t'es amené à rencontrer d'autres dirigeants, quoi. Donc c'est un peu comme ça que voilà, tu continues à essayer de grandir sur tes. En dehors de ton advisor, tu t'es fait coacher ou c'est pas quelque chose que vous aviez mis en place? Avant l'advisor? Non, ouais, ou avant ou en parallèle d'avoir, tu as eu un coach, Non, ben c'est un peu le rôle qu'il a joué pour nous, hein. Il était quand même très proche bah, surtout de Stéphane et moi. Euh, Parce que oui, il était dispo tout le temps, quoi. Donc, si t'as une question précise, besoin d'aide, il était là. Donc, je dirais qu'il a joué ce rôle de coach, mais non, pas un coaching en parallèle de ça. Non, on n'a pas fait ça. on a dépassé le temps que tu m'avais proposé. Il me reste quelques secondes pour te poser les petites dernières questions improbables. C'est D'accord. parti. Ouais, pas de problème. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Eh ben, les deux. Je prends d'abord un thé le matin tôt et après un café. Donc, mais j'aime mieux le café, je pense, D'accord. si je dois choisir. Alors, on va parler un petit peu au passé parce que pour ces questions-là, mais si Néotis avait pu parler, quel aurait été son mot préféré? Wow. Euh, Bon, tu peux facile. le dire pour Trescenty si tu veux. Ouais, facile, j'espère. Facile de venir nous voir, facile de nous rejoindre, j'espère faire partie de la culture, de la boîte, d'échanger avec nous, même en tant que client. J'espère que voilà, c'est jamais été trop difficile de nous parler. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, tu aurais embauché qui? Ah ah. Je sais pas, je prendrais peut-être Doctor Strange si on peut un peu repasser dans le passé quelquefois pour changer deux trois trucs, ça peut être pas mal comme Ouais, c'est pas pouvoir. mal. Hein? Ouais. Si Néotis avait été une saveur de glace, quel aurait été le parfum et pourquoi? Euh, ouais, je veux dire chocolat parce que ça fait plaisir, mais Ouais, c'est une j'ai valeur pas sûre. de. Ouais, je serais pas dans les acides, tu vois, je serais pas dans les acidulés. Si tes concurrents avaient été des personnages de bande dessinée, qui auraient-ils? Ah,
Euh, Bah, je pense que notre Load Runner, on le voit en Goliath, hein, ça serait le truc énorme. Euh, voilà, principalement, ouais. On avait avoir l'impression d'être David contre Goliath, donc ouais, le titan, le monstre énorme là. Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé dans un déjeuner d'affaires? Ah, je sais même pas le nom que ça avait. C'est lors de nos tribulations en Inde, là, on a de temps en temps été mangé dans des endroits un petit peu voilà hardcore, mais ça arrachait énormément quand tu manges et plus tard. Euh, donc je me rappelle pas les noms, mais ouais, ça c'était vraiment vraiment incroyable. Que ça puisse être autant piquant, je conçois même pas le concept. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Euh, Bah, on est pas mal là, hein. Attends, on vient d'avoir une super vague internet quand nous on a pu se lancer. Le cloud a été super pour nous. Là, l'AI permet vraiment de repenser tous les problèmes qu'on a et la façon qu'on les résolve. Je pense qu'on est pas mal là, hein. On est au bon moment pour entreprendre des trucs incroyables. Donc non, non, je suis bien là. Je change pas le temps. Me mets pas au Moyen Âge, je saurais Ouais. pas faire. Ouais, pas- Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? McDo. Bon. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Vendredi soir, clairement. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ouf. Ah bah alors là, bah Elon, tu sais, alors donc on enregistre ça après les élections, hein, que ce soit bien clair. Donc Elon pas forcément récemment progressé dans mon estime. Et Bernard Arnault, je pense que c'est pas une figure qui m'inspire. Je suis impressionné. J'aime bien qu'on ait un Français chef d'entreprise, chef d'industrie aussi fort, mais nah. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Peut-être un casque de Vador. Ah, pas mal. Voilà, ça c'est mon patron commercial qui me l'a filé une fois quand il m'a dit bon, tu sais, il y a des mecs quand ils viennent dans ton bureau, ils flippent un peu, donc autant y aller à fond. Et donc c'est resté, donc j'ai gardé la chose. Je la mets pas. Les deux dernières questions. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Oh, LinkedIn, Ok. Et dernière question. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu proposerais pour venir à ta place? ben écoute, ouais, dans l'écosystème de Boston, il y a Laurent Pi, je sais pas si tu l'as déjà reçu, qui était fondateur de Smart Testing il y a longtemps, puis Test, et qui est maintenant le patron d'une belle boîte sur l'AI pour aider les développeurs à coder plus efficacement, qui peut être très intéressant, un parcours vraiment passionnant, et c'est quelqu'un vraiment très très gentil, j'adore. Eh ben, écoute, je vais prendre contact avec lui. Ouais, volontiers. Génial. Thibaut, merci beaucoup pour ton temps Merci beaucoup François, c'était très bien. et désolé d'avoir dépassé un petit peu. Non, il n'y a pas de problème. C'est Bon, génial. vendredi, donc tu vois, on s'approche de vendredi soir, donc ça, c'est Ouais, c'est c'est nickel. parfait. La boucle est bouclée. Voilà, À très exactement. bientôt et j'espère qu'on se Ciao. retrouve en France. Ciao, ciao. Ouais, merci beaucoup, bonne fin de fin d'année. Ciao.